Dimanche 20 décembre 1896. Noël, nom adorable, nom qui fait frémir et battre de joie le cœur des enfants et celui des grands. Noël approche. Ce soir, j'ai reçu, ainsi que Jean et Jacques, une invitation sur papier épais et imprimée avec raffinement à venir dépouiller l'arbre de Noël chez Madame Sarah Bernard, avec ses deux petites filles Simone et Lisiane. À l'hôpital de papa, il y aura un concert magnifique composé d'un piano, du chant, d'un violon et d'un violoncelle. Ça va être très drôle. J'ai un professeur, un très bon encore. Je travaille très bien, le travail m'intéresse, me fait plaisir. Je suis très occupée. Nous avons voulu arranger une pièce avec Magali, mais la comédie que nous avons trouvée est difficile à jouer et puis il y a trop d'amour à mon gré. Pas au gré de Magali, naturellement. Voilà le hic. Henri sait, doit jouer. Comme il ne connaît pas Magali, il doit invariablement faire mon amoureux, et cela m'ennuie énormément. Voilà pourquoi j'ai été élevée avec des garçons, et rien que des garçons. Mais ces garçons n'ont jamais oublié un instant que je n'étais pas un d'eux. Il y avait même parfois des disputes dont j'étais toujours la cause. Ils m'aimaient énormément. Aucun jeu n'allait sans moi. Surtout Jean Troisier, celui-là, c'était une passion qu'il avait pour moi et qu'il a encore. Donc, si j'ai été élevée avec des garçons, il était tout naturel que les deux C vinssent jouer avec nous. Et Henri, qui était venu pour y jouer, n'y vint bientôt que pour m'attraper par la taille à cache-cache dans un couloir très sombre. Ce n'était pas le même sentiment que Jean Troisier qui lui faisait faire cela. Jean Troisier a surtout pour moi une admiration sans borne, Henri pas du tout. Lui, plus raffiné, moins enfant peut-être, avait une espèce de tendresse, je ne dirais pas de l'amour à cet âge, Dieu merci, on n'en parle pas, une espèce de tendresse pour moi. Et comme il a été triste lorsque je suis partie pour Cannes, maintenant, Jean Troisier a gardé une petite place pour moi dans ses affections. Mais Henri C a complètement oublié sa passion de jadis, et j'en suis joliment contente. Mais de peur qu'il ne recommence, je préfère renoncer à jouer la comédie avec lui, surtout s'il doit faire le rôle de mon amoureux. Mercredi soir, 30 décembre. Je vais vous dire quelque chose d'invraisemblable, qui pourtant va arriver. Je vais ce soir à l'Opéra-Comique entendre Don Juan. Aimable lecteur, c'est sans doute à moi-même que je m'adresse car personne d'autre ne lira ces pages. Aimable lecteur, cependant, pour rendre ma phrase plus élégante, je dis aimable lecteur. Ne trouvez-vous pas cela renversant? Moi, Catherine, aller au théâtre le soir, veiller plus tard que minuit, cela ne m'est pas souvent arrivé. C'est pourquoi j'ai eu une frousse atroce. La frousse de baisser doucement ma paupière, de partir pour le pays des songes au moment le plus palpitant. Cependant, maman m'a promis de me pincer si je m'oubliais à ce point. Allons, Catherine, courage, ma vieille, tipesse. Sois digne de ton nom, honorée par tant de redoutables collégiens. Distinguons-nous. C'est la première fois que je sors le soir. Je dois m'y préparer par une douche d'eau froide sur la figure et un rien de vin blanc à dessert ce soir. Courage donc. Surtout restons éveillés quand même. Je devrais attacher mes paupières en haut avec de petites ficelles. Lundi 4 janvier. Je m'aperçois, en lisant ce que j'ai écrit mercredi, que j'étais légèrement excitée d'aller à l'Opéra-Comique et le vin blanc et les petites ficelles étaient tout à fait inutiles pour me tenir éveillée. Je me suis royalement amusée à Don Juan. C'est vraiment une musique adorable et j'en ai joui tout à mon aise car nous étions très bien placés. C'est papa qui a été si drôle, par exemple.
Au dernier moment, pris d'une envie folle de m'accompagner, il a trouvé un fauteuil libre quelque part dans la salle et il est resté tout le temps. Tout le temps, depuis la première note jusqu'à la dernière, quoiqu'il ait déjà entendu Don Juan plusieurs fois, et quoique la pièce l'assommât cordialement. Mais pourquoi est-il donc resté? Mais pour moi. Oui. Et ce n'est pas assez? C'est la première fois que j'allais dehors le soir, et il restait uniquement pour voir ma tête. Eh bien, je crois qu'il en a été content. Il s'est délecté à me promener à son bras pendant les entr'actes, m'a présenté à une douzaine de messieurs inconnus, entre autres le comte de Haussonville de l'Académie française, s'il vous plaît. Papa était fier, il fallait l'entendre dire Monsieur, je vous présente ma fille. Ça m'amusait beaucoup. Si j'avais seulement 17 ans, papa me promènerait partout. Dépêchons-nous d'avoir 17 ans. Dimanche 24 janvier, plus 20 jours. J'ai été dimanche à un concert donné par Monsieur Mott, notre chef d'orchestre de Karlsruhe, venu à Paris, donner des concerts avec l'orchestre du Châtelet. Par Monsieur Mott, et où j'ai été ravie par l'ouverture du Vaisseau fantôme Wagner et le Venusberg Wagner. Vous voyez, je suis plongée jusqu'au cou dans Wagner. De fait, jamais je n'ai entendu de pareilles harmonies. Aucun compositeur n'a su faire ainsi pleurer et gémir les violons de telle sorte que si, en entendant le vaisseau fantôme, vous fermez les yeux et vous imaginez être sur la mer, vous êtes bercé dans des torrents d'harmonie, le vent siffle et les lames grondent, vous entendez pour ainsi dire briller les étoiles, vous sentez la brise, vous oubliez tout pour ne voir et n'entendre que ce que Wagner a voulu que vous entendiez et que vous vissiez. Un grave conflit a eu lieu ce matin entre maman et moi. C'est à propos d'une robe. Moi, la moins coquette des petites filles, je me suis fâchée tout rouge. Maman a fait faire chez Marindaz, sans me le dire, une robe chic. Je l'ai essayée, je l'ai vue finie, et déclaré que je ne la mettrais pas. D'abord, vous savez que je déteste les robes aux genoux. Elles ne le dépassent qu'à peine. Secondo, vous savez que je ne supporte que les robes plates, à jupe tombant en biais, de forme simple et de couleur sombre. Eh bien, premièrement, elles dépassent à peine le genou, chose humiliante pour une personne de 14 ans et demi. Deuxièmement, la jupe est construite d'une façon si bizarre que j'ai toujours l'air d'avoir une crinoline. Troisièmement, la jupe n'est pas en biais. Quatrièmement, depuis en haut jusqu'en bas, et rien que d'un côté, la jupe et le corsage sont rattachés par des petits rubans noirs, atroces et prétentieux. Enfin, la couleur de l'étoffe est voyante et bariolée. Cinquièmement, pour couronner le tout, on m'enfile par-dessus un petit boléro de dame qui donne au corsage un air vieillot, tandis que la jupe est celle d'un enfant de 8 ans qui serait très gentil pour son âge. Eh bien, me voyez-vous là-dedans? C'est dommage que je ne sache pas dessiner, car je vous aurais fait un croquis de ce chef-d'œuvre. Du reste, je le porte en ce moment, et oui, quand je serai majeur, je prendrai plaisir à couper en morceaux et à déchiqueter toutes les horreurs qu'on m'aura forcé à porter et qui me seront restées. Je suis bien forcé d'obéir. J'ai boudé la vénérable auteure de mes jours tout aujourd'hui, et j'ai gardé ma robe. Mais comment on m'a habillée jusqu'ici? Quand j'étais petite, on me martyrisait à mettre des manteaux et des robes plus longs que les pieds, et dans lesquels je ne pouvais pas faire un pas sans trébucher. Maintenant que je commence à devenir une jeune fille, on persiste à me faire des robes aux genoux, dans lesquelles je ressemble à une danseuse de corde. Contradiction des contradictions. Tout n'est que contradiction, et rien que contradiction. Une idée. Je vais supplier à deux genoux maman de raccourcir mes robes, ça fait que la prochaine qu'on me fera sera de 2 mains plus longue. Samedi 1er février 1897. Je suis
intolérablement triste, quelque chose me manque. Quoi, maman m'aime, j'en suis certaine. Mon travail marche bien, Jean est assez gentil, Jacques est un bijou. Je devrais être heureuse. Quelque chose me manque pourtant. Je me le demandais depuis longtemps lorsque je l'ai trouvé. Je connais beaucoup de mères, beaucoup de filles. Pourquoi est-ce que toutes les mères s'intéressent aux études de leurs filles? Pourquoi les accompagnent-elles toujours à tous leurs cours? Français, piano, solfège, tous les cours où il y a des jeunes filles, il y a des mères. Et la mienne et maman? Je vais au cours de piano avec Miss Bruce, solfège avec Miss Bruce, piano avec Miss Bruce, français avec Miss Bruce. Jamais maman n'aurait l'idée d'assister à mes leçons avec M. Gène, J-E-N-N. Et pourtant, comme cela me ferait plus heureuse que toutes les protestations d'amour qu'elle me donne. Je lui ai demandé instamment, je l'ai prié tendrement de venir à mes leçons de piano. Elle y est venue une fois. C'est la seule fois du reste. Elle ne se doute pas que de pleurs j'ai versé en y pensant. Toutes les mères que je connais vont avec leurs filles, les encouragent, les consolent. Maman, que me sert d'être première au cours de solfège puisque tu n'y es pas? Que me font tous les éloges de mon professeur de piano puisque tu ne les as pas entendus? Mademoiselle Adamar a beau répéter à maman de venir, que cela me ferait du bien, que cela m'encouragerait, aider les élèves à travailler, si leur mère était là, elle n'est pas venue. Et tu dis que je suis ce que tu aimes le plus au monde. Tu dis cela, tu n'as pas le temps de venir à mes leçons, je le sais bien. Tu trouves facilement d'assister au lavage, au couchage, à la toilette de Jacques. Tu peux rester des heures près de lui à lui sourire, tandis que je fais péniblement mes gammes là-bas dans le grand salon froid. Tu peux le regarder baver dans sa soupe, pendant que je transpose avec la tête brûlante et les pieds glacés. Je souffre, maman. Lundi 15 février 1897, plus 15 jours. Guillemets. Il était une fois un rêve doré. Il était gracieux, blanc et rose. C'était un rêve de jeune fille. Un rêve premier d'amour. Fin de guillemets. Il est bien rare de rencontrer son idéal, l'homme qui saura vous comprendre, celui que vous saurez aimer. Je l'ai rencontré une fois pourtant, il y a quelque temps de cela. Il n'a pas fait attention à moi et je me suis bien gardée de tâcher de l'attirer. Il est extrêmement intelligent. Je commençais déjà à l'aimer. Hélas, j'ai entendu parler de lui un jour par des gens qui le connaissaient très bien. Ce garçon, a-t-on dit, il arrivera à tout, car il arrivera par les femmes. C'est un de ces rares hommes que toutes les femmes aiment. J'en avais entendu assez, mon Dieu. Est-ce que ma famille est prédestinée à suivre ce destin? Mon père est un de ces hommes-là. Don Juan involontaire. Note. Samuel Pozzi fut surnommé par ses patientes l'amour médecin, tellement ses infidélités étaient de notoriété publique. Le cher père si bien adultère que Catherine dénonça dans son journal d'adulte du 17 octobre 1913, a inspiré à Proust le personnage du docteur Cottard dans La recherche du temps perdu. Ce médecin étant décrit comme un imbécile, mais grand clinicien, les exégètes de Proust s'accordent pour lui trouver plusieurs modèles. Mais en ce qui concerne madame Cottard, femme ignorante et trompée, le modèle semblerait bien être la seule Thérèse Pozzi. Reprise. Et moi, faut-il que je laisse briser mon cœur par celui que j'avais déjà commencé à aimer? Je n'ai que 14 ans et demi, j'ai déjà une âme de femme, mais on n'aime pas encore vraiment à mon âge, ce n'est pas possible. Maintenant qu'il est parti, maintenant que des milliers de kilomètres nous séparent, pourquoi est-ce que je pense à lui? Pourquoi ai-je des rêves délicieux dans lesquels il est toujours là? Mon Dieu, faites que je ne l'aime pas. Dimanche 14 mars, plus un mois. Il est une classe de femmes atroces. Ce sont celles qui viennent le soir, à 4 heures, à 6 heures, et à minuit, au pôle Nord. Patinage sur glace artificielle. Valser au son d'un mauvais orchestre, serré entre les bras d'un peintre, d'un artiste, d'un acteur ou d'un cabotin quelconque, auquel elles disent tu
et qui ont la permission de baiser leurs mains au-dessus du poignet et de leur faire des déclarations d'amour bien tournées dans les petits coins en buvant de l'absinthe. Note de la lectrice. Oubli de quelques lignes plus haut. Mon père est un don Juan involontaire. Combien de cœurs a-t-il blessé, combien brisé, sans compter celui de maman qui voit les œillades que lui font Madame B.S., Madame T., Madame S.B., Madame X, Madame Y, Madame Z, etc. Note. Parmi ces initiales, on peut reconnaître celle de Sarah Bernard, c'était Madame S.B., et très probablement celle de Geneviève Bizet-Strauss, c'était Madame B.S., si l'on en croit le journal des Goncourt du 28 janvier 1895. Jean sera un de ces hommes aussi, que toutes les femmes adorent. Note. Après s'être beaucoup dispersé sentimentalement, ce qui a probablement nui à sa carrière diplomatique, Jean Pozzi épousera à 50 ans une jeune grecque d'Alexandrie, Georgette Kalouta. Reprise un peu plus bas, bien tournée dans les petits coins en buvant de l'absinthe. Sur celle-là, je viens d'écrire un bout de poésie qui ne vaut pas grand-chose mais qui est vrai et qui leur ferait grand bien si elles pouvaient le lire. Hélas, ces femmes-là vous dégoûtent d'être femmes, et ce sont elles pourtant qui dominent à Paris. Poésie. Femmes impures. Il existe des femmes semblables à des statues, sans pudeur, et ne sachant d'art que juste ce qu'il faut pour poser toutes nues dans un atelier plein d'odeurs et de brouillard. Être sans sentiment, créature de marbre, elles ne songent point qu'un jour, tout près des arbres, elles reposeront dans un tombeau glacé. Que deviendront alors, femmes, vos beautés? Que deviendra cette chair rose et l'éclat troublant de ses yeux? Ce corps qui, dans ses moindres poses, était divinement gracieux. Jusqu'au dernier moment, vous vouliez être belle, et les fards ont caché rides et cheveux blancs. L'éclat impur de vos prunelles affolait encore vos amants. La terre maintenant vous couvre, sur cette lèvre de carmin qui pour l'ardent baiser toujours s'entr'ouvre, le ver de terre a tracé son chemin. Le long de ce sein blanc il rampe, il ronge et détruit lentement, il va toujours et rampe, son œuvre n'est pas d'un moment. Le ver est éternel, autant qu'il est avide. Femme, c'est ton dernier amant, et c'est son froid baiser humide qui durera le plus longtemps. Catherine Pozzi. Note. Ce poème a été recueilli par Lawrence Joseph et publié dans Catherine Pozzi, œuvres poétiques. Jeudi 8 avril 1897, plus 20 jours. Nous avons communié ce matin pour faire nos Pâques à Paris et non pas à la Groslet, où ce serait très incommode. Nous partons samedi soir. Hier, c'était mon dernier jour de solfège avant de partir, que j'étais contente. Plus rien d'ennuyant en perspective, qu'une leçon samedi matin de monsieur Gênes, J-E-N-N, et encore, c'est plutôt une distraction qu'un ennui. La dernière fois qu'il est venu, je lui ai dit que nous partions samedi soir. Il m'a demandé si Miss Bruce venait avec nous. Je lui ai répondu que non. Ah, dit-il, alors vous n'aurez plus votre ange gardien? Miss Bruce et moi, nous en sommes presque mortes de rire. Bien entendu, ces paroles du gros professeur ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd, et je ne perds pas une occasion de taquiner cette brave Alice à propos de son supposé adorateur. Cet ange gardien de Miss Bruce serait plutôt un mauvais ange qu'un bon. Avec son air innocent, elle s'est mis dans la tête, devinez quoi, de me convertir à la religion protestante, ni plus ni moins qu'elle toupait. Remarquez d'abord que ce serait mal d'essayer seulement de me donner des doutes contre la foi catholique, puisque, en entrant chez nous, elle a promis de ne jamais parler religion avec nous. Malgré cela, elle essaie toujours d'engager des discussions sur ce sujet.
Je dois même dire, hélas, qu'elle avait réussi à me donner des doutes contre ma noble et belle religion. Mam, ma grand-mère chérie, et elle, véritablement mon bon ange, a réussi à me convaincre que tout ce que disait Miss contre les catholiques était faux et inepte, et que la principale cause de la haine et du mépris des protestants contre notre religion, c'est qu'ils ne la connaissent pas et qu'ils la jugent sur le mal qu'en disent leurs pasteurs. J'ai pris alors une grande résolution, c'est de rendre à Miss Bruce le bien pour le mal. Et puisqu'elle veut à tout prix que quelqu'un se convertisse, que ce soit elle, je veux la faire catholique et je ferai pour cela tout ce que je pourrai. Mais je ne veux pas essayer de sa méthode et user envers elle de moyens dont elle a usé envers moi. Pas de discussion, pas de paroles méprisantes, pas de haussement d'épaules et pas de sourire dédaigneux. Mam a acheté pour moi un magnifique livre, La foi de nos pères, qui aura toujours un mérite aux yeux de Miss, c'est qu'il est traduit de l'anglais. Ce livre est spécialement fait pour convertir les hérétiques. Ainsi, c'est par la raison que ce livre prend les protestants, et non pas par la violence et les injures. Je le laisse traîner sur la table. J'espère qu'un jour Miss Bruce l'ouvrira et alors Dieu fera le reste. Vendredi saint 1897. Franz et Gustave de Coutouly sont venus passer les vacances de Pâques à la Groslay. Aujourd'hui, ils sont à Bergerac avec tante Laine pour entendre les offices au temple protestant. Hier, Henri Pozzi-Escaut note Henri Pozzi-Escaut, cousin de Catherine, il est l'un des enfants avec Marius, Pauline, Frida, Inès et Lucien de Paul Pozzi, frère de Samuel, cultivateur à Mont-de-Nérac, et de Marianne, née Ashcroft, d'origine anglaise. Henri, qui avait alors 17-18 ans, devint journaliste. Hier, Henri Pozzi-Escaut est venu passer l'après-midi. Je crois que je suis bien mauvaise. Pourquoi m'est-il passé par la tête la folle idée de le rendre, ce grand garçon, amoureux de moi? Certes, je ne l'aime pas le moins du monde, d'abord il est trop laid pour séduire n'importe qui. Il n'y a que ses grands yeux verts qui soient beaux dans toute sa figure. Pourquoi alors ai-je été plus gai, plus spirituel que de coutume? Quand je veux avoir de l'esprit, il vient facilement sans le moindre effort. Je crois qu'Henri ne se doutait pas qu'une petite fille d'à peine 15 ans pouvait lancer des pointes si originales, être si gaie, si amusante. Aussi est-il devenu plus aimable peu à peu, et c'est avec un au revoir, charmante cousine, qu'il m'a quitté. Le soir, triomphalement, tandis que j'avais la tête enfouie sous mes couvertures, j'ai dit tout bas, guillemets, je savais bien que ça n'était pas difficile, un provincial de 18 ans, qui n'a jamais vu de femme, jolie ou intelligente, n'est pas difficile à éblouir, fin de guillemets. Suis-je vraiment si mauvaise que cela? Et est-ce pour rendre amoureux de moi que Dieu m'a donné mon intelligence et mes pensées spirituelles? Non, Catherine, ne jouons pas avec le feu. Quel drôle de type je suis. Tout le monde dit que je suis folle, mais on s'accorde à dire que c'est une folie douce qui égaye et distrait tout le monde. Maintenant, changeons d'âme. Assez de bêtises. C'est le tout de la philosophie, de la méditation, de la prière à l'être suprême. Il faut que je me prosterne, que je crie, que je supplie. Puis, quand je serai arrivé un peu plus près de Dieu, je lui demanderai pardon d'être trop femme et de faire des folies. Hélas, malgré moi. Et ensuite, stop, malgré moi. Note, 9 lignes sont brouillées par Catherine Pozzi. Jeudi avril 1897. Nous revenons de la Léotardie. Nous sommes allés déjeuner, nous avons tout visité. Notre propriété de Mont-Cimier, si agreste et jolie, et puis la tour de Montclar, qui date des temps féodaux, est vraiment curieuse.
Enfin, mon grand domaine de 500 hectares. Note. La Léotardie, propriété d'environ 400 hectares, que Samuel Pozzi a acheté en octobre 1896 pour en exploiter le bois, était jointe à celle de Cimier, près de Mont-Cimier, sur la commune de Montclar. Maman a été de mauvaise humeur, comme d'habitude quand elle est avec papa. Il est vrai que père n'est pas du tout gentil pour elle, ici. À Paris, il est 10 fois plus aimable. De temps en temps, maman disait « Jacques me manque énormément. Je ne sais pas comment je supporterai cette séparation de 8 jours. » Jacques et moi restons 8 jours de plus que les autres. Plus tard, papa lui a dit « Pensez-vous à la merveille ?» Elle a répondu « Je n'ai pas cessé de penser à Jacques depuis le moment où nous sommes partis jusqu'à maintenant. » Lorsque maman se séparait de moi autrefois comme c'est loin, elle était désolée, elle pleurait. Arrivée à Paris, elle ne vivait plus jusqu'à mon retour. Maintenant, elle me quitte pour 8 jours qui peuvent en devenir 15 et plus, et c'est en parlant de Jacques qu'elle dit « Comment supporterais-je cette séparation ?» Pour comprendre l'amour fou que j'ai pour maman, il faut savoir ce qu'elle a été pour moi autrefois. J'ai eu 3 longues et douloureuses maladies, pendant lesquelles elle m'a soignée avec une tendresse inimaginable. On dit que ce sont les gens qui vous font le plus souffrir qu'on aime le plus. Ça a été vrai pour maman. Après m'avoir cru à la mort pendant 3 mois et m'avoir cru à l'agonie pendant 3 maladies, elle m'a aimée comme elle n'avait jamais aimé. Elle me le dit. Je le crus. Je savais que j'étais ce qu'elle aimait le plus. Ça a duré jusqu'à la naissance de Jacques. Je n'ai pas senti le changement tout de suite, parce qu'au commencement, elle n'aimait pas beaucoup Jacques. Elle disait même que jamais elle ne l'aimerait tant que moi. Elle ne le dit plus. Peu à peu, lentement, l'amour qu'elle me portait s'est éteint. Note. Ce passage du journal de Catherine, alors âgée de 14 ans, est symptomatique de l'alternance dramatique qui caractérisa ses rapports passionnels avec sa mère et qui transparaît continuellement dans leur correspondance. Reprise. Peu à peu, lentement, elle aima Jacques, puis elle l'aima tellement. Hélas, que moi qui ai vu cela, j'en arrive à maudire le jour où il est né, ce bébé si joli, et je souhaite que maman fût morte, oui morte, afin que ce calice de douleur me fût épargné. Vous ne savez pas ce que c'est, vous ne le saurez jamais au lecteur inconnu, ce que c'est que voir sa mère adorée ne plus vous adorer, et porter son amour sur un bébé qui ne la connaît ni ne l'aime. Hélas, et quand je vois cela, j'aime la mort et je l'appelle. Je suis sensible et aimante à un degré extraordinaire. Est-ce besoin d'amour qui me fait chérir cet homme que je connais à peine? Hélas, je ne sais plus qui aimer. Et les personnes qui me voient me trouvent spirituelle et gaie. Elles ne se doutent pas combien mon rire cache de larmes. Cannes, pays doré, côte d'azur, ce n'est pas pour ton soleil, pour tes mimosas, pour tes roses enivrantes. Ce n'est pas pour tes palmiers magnifiques, ta mer bleue, ton ciel pur que je te regrette. C'est pour l'amour dont j'ai été enveloppée là-bas, les baisers qui ne renaîtront plus, pour les caresses tendres de Thiouli, de Nan Thiouli bien-aimée, car Thiouli est morte. Il ne me reste plus à sa place qu'une mer froide et indifférente. Il ne me reste plus de tout ce soleil, de tout cet amour qu'une petite fille désolée, pleurant sur un souvenir. Vendredi début mai 1897. Grand-père est à la Groslet. Note. Le grand-père de Catherine Pozzi, Benjamin Pozzi, pasteur protestant, avait épousé en 1844, en premières noces, Inès Escott, dont il avait eu Samuel, Sarah, Loïs et Paul. En seconde noces, il avait épousé en 1859 Marie-Anne Kempe, dont il avait eu Adrien et Hélène. Reprise. Est à la Groslet avec Madame Pozzi,
la belle-mère de papa. C'est ennuyeux d'être en contact perpétuel avec des gens ennuyeux, même si ces gens sont vos grands-parents, car je sais que grand-père ne m'aime pas. Et pour cette raison, je ne peux pas l'aimer. Grand-père est pasteur protestant. Tous les jours à table, avant que de manger, il ôte son bonnet de concierge et commence une prière à son Dieu qui, quoique y ressemblant superficiellement, n'est pas le mien. Il parle et demande, comme on le ferait à un ancien ami d'enfance, tutoyant l'être suprême avec un sans-gêne qui me déracine. Il demande à Dieu ses grâces divines comme on demanderait un verre de vin à un ami. Et vieux copain, passe-moi donc un peu de ce verre de piquette, veux-tu? Si ça ne dépasse pas ton pouvoir, rends-moi reconnaissant par-dessus le marché. Bien entendu, grand-père ne parle pas ainsi. Mais c'est pour donner une idée du sans-gêne avec lequel il parle à Dieu que je dis cela. Note. Catherine semble suivre le sentiment condescendant de sa mère, catholique, de bonne famille lyonnaise, vis-à-vis de son grand-père paternel. En réalité, Benjamin Pozzi eut un rôle important dans l'histoire du protestantisme français. Il fonda en 1849 l'Union des églises évangéliques avec Frédéric Monod, Eugène Bercier, John Bost, entre autres. Il avait pour cela courageusement renoncé à sa position de pasteur concordataire et à son salaire. Bientôt, il perdit sa femme et dut élever 5 enfants avec l'aide de sa dévouée belle-mère, protestante également, Madame Escott. Républicain convaincu, savant féru de théologie, parlant couramment l'anglais, le latin, le grec, l'hébreu, qu'il cite dans ses ouvrages, anti-darwiniste obstiné, membre de la Société d'anthropologie, il se trouva au milieu d'un véritable tourbillon d'idées, de courants et de débats théologiques et historiques. Alors âgé en 1897 de 77 ans, l'auteur de La Terre et le récit biblique de la création, Hachette 1874, commentaire de l'Ancien Testament à la lumière des découvertes scientifiques et historiques passées et contemporaines. L'auteur, donc, avait probablement perdu de cette vigueur intellectuelle et morale qui frappa tous les témoins de sa vie. Benjamin Pozzi mourra en 1905, sans que Catherine n'y fasse la moindre allusion dans son journal. Mais dans son journal d'adulte, elle semble avoir fait amende honorable et même revendiqué cette rigoureuse filiation, guillemets. Tout ne va pas tout à fait bien que si le pauvre Pozzi est content, fermez les guillemets, écrira-t-elle en 1921. Guillemets. Ils ont été trop nombreux, les rameaux de mon arbre, à animer les situations bien définies. Fermez les guillemets. Reprise. Sans gêne avec lequel il parle à Dieu que je dis cela. Moi, j'en suis toujours à chercher. Mon moral passe par des rechutes de mysticisme, puis retombe dans le doute. J'en suis arrivé à fabriquer une religion presque catholique, mais pas tout à fait. Je crois en Dieu. Je crois que Dieu est toute sagesse et tout amour. Je crois qu'il aime. Je crois qu'il comprend. Il comprend nos âmes, il comprend nos recherches, nos tâtonnements, nos chutes, et il nous plaint. Mais c'est précisément parce qu'il nous veut qu'il nous fait passer ce moment douloureux, la vie sur la terre loin du ciel. C'est pour nous rendre dignes de lui qu'il nous fait souffrir et pleurer. Je crois encore, et ceci n'est pas du tout catholique, que les âmes ne parviennent à Dieu que quand elles sont toute intelligence, toute sagesse, tout amour. Une âme humaine arrive rarement à cet état de perfection. Celle qui n'y arrive pas ne peut pas aller vers lui. Mais Dieu
lui donne une nouvelle chance, il l'incarne de nouveau dans un corps et l'exile encore pour un temps dans une autre terre moins impure et meilleure que la nôtre. Là, cette âme peut et doit se perfectionner, elle doit connaître Dieu un peu mieux et commencer à comprendre et à aimer. Si, après cette incarnation, elle n'est pas parfaitement pure, Dieu l'incarne de nouveau et la place sur une terre encore meilleure. Sur cette terre qui connaît et aime Dieu, qui comprend la science et les âmes, qui est très bonne et presque pure, mais non pas tout à fait, l'âme dont je parle doit arriver à la perfection absolue. Elle doit être toute sagesse, tout amour. À sa mort, à la mort du corps qu'elle occupe, elle va au ciel. Là, elle est bien heureuse d'un bonheur éternel. On peut me poser des questions, je vais y répondre. Celui qui doute, guillemets. Tout cela est très bien. Et pourquoi ces incarnations successives? Je comprends que votre âme aille sur la terre, sur votre terre, parce qu'elle doit souffrir. Mais pourquoi, après cela, ne va-t-elle pas immédiatement sur la terre presque parfaite, qui serait une espèce de purgatoire? Pourquoi lui imposez-vous une autre incarnation intermédiaire? Fin de guillemets, réponse, guillemets. Intermédiaire, vous avez bien dit? Je vais vous faire comprendre par un exemple. Donnez à une personne saine 20 gouttes de laudanum, cela la rendra malade. Donnez-lui un flacon, elle mourra. Au contraire, donnez à cette personne une seule goutte du poison indiqué, elle ne s'en apercevra pas. Si, peu à peu, jour par jour, vous augmentez la dose, vous arriverez à lui faire prendre sans malaise ce qui l'aurait rendu malade sans préparation. C'est ainsi qu'au bout d'un an, elle prendra une dose assez forte qui l'aurait autrefois certainement rendu malade. Persistez en augmentant peu à peu la dose. Au bout de 2 à 3 ans, elle pourra prendre sans presque s'indisposer une très forte dose qui l'aurait tuée si elle n'avait subi 2 à 3 ans de préparation. De même, si vous ne couvrez pas les yeux d'un bandeau à un aveugle récemment opéré, l'éclat du soleil lui perdra les yeux à jamais. Il faut, pour l'habituer peu à peu, une habile transition de la nuit dans laquelle sa vue était plongée avant l'opération à la lumière brillante du soleil. Comprenez maintenant. Si Dieu transportait immédiatement une âme de notre terre à une planète presque parfaite, l'éclat seul de cette perfection suffirait à anéantir complètement cette âme. Il faut une transition de notre terre de vice et de douleur à cette terre de vertu et de bonheur. Cette transition, ce sont les terres intermédiaires dans lesquelles Dieu transporte l'âme dont je parle. Et si cette âme est mauvaise, il faudra bien plus d'incarnation pour la rendre bonne. Fin de guillemets. Cette doctrine que j'ai pourrait à la rigueur passer pour catholique, car ces incarnations sont vraiment un purgatoire. Mardi matin, Paris, 5 mai. 5 heures. Nous sommes allés déposer papa au bazar de la Charité. C'est un énorme bazar où des vingtaines d'œuvres vendent à la fois. Papa allait y acheter. Nous vîmes une foule énorme. Sans nous demander pourquoi, nous rentrâmes place Vendôme. C'est seulement là que nous apprîmes qu'il y avait eu un atroce incendie. 150 morts, autant de blessés, tout Paris est en deuil, c'est terrible. Note. L'incendie du bazar de la Charité, situé rue Jean Goujon, éclata le 5 mai 1897, le lendemain de l'inauguration de cette vente de bienfaisance. À 16h20, le feu prit du côté du cinématographe et embrasa le décor qui représentait une vieille rue de Paris. La structure de ce décor, récupérée de l'exposition du théâtre au Palais de l'Industrie, était en bois blanc et toile goudronnée peinte. Avant 5 heures, toute l'installation, où se pressaient 1200 personnes, fut réduite en cendres. Plus de 170 victimes, essentiellement des femmes et des enfants de l'aristocratie parisienne, y trouvèrent une mort atroce. Parmi les amis de la famille Pozzi qui décédèrent, il y eut la duchesse d'Alençon, belle-fille du duc d'Orléans, reprise. Il y a 6 de nos amis parmi les morts.
De cet énorme bazar, il ne reste plus maintenant que quelques planches brûlées, et un malheur public. Aussi a-t-on fermé tous les théâtres, Paris est en deuil. Dimanche de la Pentecôte, 6 juin 1897, hôtel Wellington, Ostende. Plus un mois. Voici un long mois que je n'ai rien écrit. C'est que ma vie de Paris était si occupée que je n'ai absolument pas pu. Et puis, si parfois j'avais un moment, je ne pouvais pas l'utiliser, car comment pouvais-je écrire les plus tendres, les plus secrètes pensées de mon âme devant Miss Bruce? Je sais bien qu'elle ne pouvait pas les lire, mais rien que de sentir son froid regard sur moi, cela empêchait ma plume de courir sur mon papier comme elle le fait si bien quand je suis seule. Cette Miss Bruce, que je suis contente de ne plus la voir pour quelques jours, elle ne me comprend pas, me traite toujours en enfant, ne se doute pas, la pauvrette, que je suis 1000 fois moins enfant qu'elle, et que, quoiqu'elle imagine me connaître à fond, elle sait bien peu ce qu'il y a au fond de mon âme. En chemin de fer, 2 heures après-midi. C'est seulement maintenant que je sens combien était grande la fatigue qui me remplissait. Maintenant que je suis tranquille, maintenant que je peux penser. Est-ce parce que je deviens femme que mon âme me fait si mal? Parfois il me semble que je vais mourir, et je pense alors à la douleur de l'âme, quittant le corps, à cette secousse brève et cruelle orale, à la sueur froide qui baigne les tempes, à la respiration qui s'arrête, à la torturante pensée de l'inconnu qui vous saisit alors quand l'âme se demande où elle va aller. Puis, oral décisif à la convulsion horrible. Et puis le corps qui retombe, mort insensible. Le corps qui n'est plus qu'une loque sans chaleur, une masse froide. Le corps que les vivants couvrent de baisers au lieu de se demander où est allée l'âme. Le corps qu'on couvre de fleurs au lieu de le mépriser. Le corps qu'on honore et qu'on bénit au lieu de le dédaigner et de le maudire. Vivant, qui avez connu le moment terrible où vos bien-aimés sont tombés froids comme des pierres, vivants. Vous tous qui avez pleuré, qui avez gémi, en serrant sur vos cœurs ces membres inertes si pleins jadis de chaleur et de vie, vous auriez bien mieux fait de laisser en paix ces froides masses de chair, cette chair qui a renfermé l'âme que vous avez aimée. Qu'a fait cette chair, sinon torturer l'âme? Qu'y a-t-il de plus terrible que cette lutte perpétuelle de l'âme avec le corps? L'âme qui veut s'envoler vers la lumière et le corps qui veut vivre et jouir, jouir par tous ses sens et par lui-même, qu'y a-t-il de plus atroce? C'est si souvent le corps qui remporte la victoire. Hélas, quand je vois la complète dépravation de Paris, je sens cette immense tristesse en moi. Quand je vois à quel point toutes les âmes de la terre sont endormies, hélas, je me sens si seule. Il n'y a donc que moi qui pense. La société, telle, est banquier et ne pense qu'au cours de la bourse. Tel est médecin et ne pense qu'aux maladies du corps. Tel est paysan et ne pense qu'à sa moisson et à sa vigne. Tel est avocat et ne veut entendre que procès, meurtre, divorce, adultère, attentat. Tel est peintre et ne pense qu'à ses tableaux et à la manière de les vendre. Un autre est sculpteur et ne pense qu'aux femmes qui lui servent de modèle. Tous deux sont admirés et sont des maîtres de l'art avec un grand A. Tel est collectionneur et ne rêve que statues antiques, vieilles ferrailles et vases ébréchés. À sa mort, et pour qu'on parle de lui, il fera tout à un musée, lequel musée proclamera bien haut qu'il est un bienfaiteur de l'humanité. Tel est sportman
et ne pense qu'à ses chevaux, à ses meutes, à ses chasses à courre, tel est homme du monde. Et ne pense qu'aux jolies femmes, il est l'amant de 3 ou 4 beautés à la fois, et va les voir et baiser clandestinement leurs lèvres peintes en cachette du mari, tel est écrivain, et ne pense qu'à ajouter des mots sonores les uns au bout des autres, cherchant à former un tout aussi inconvenant et aussi modeste que possible, guillemets, car, vous dira-t-il, maintenant il n'y a que la littérature salée qui se vend, fin de guillemets. Tel n'est rien du tout et ne cherche qu'à s'amuser, que les moyens pour y arriver soient honnêtes ou non. Il s'en fiche pas mal, allez. Enfin, tel est un honnête homme, lui seul de tous ces hommes n'adore pas le veau d'or. Il est intelligent, et au milieu des tentations de la terre, il tâche de rester honnête. Aussi les autres se moquent-ils de lui et lui crachent à la figure en l'appelant idiot, car pour les pauvres humains, bonté a toujours été le synonyme de bêtise, et cela seul suffit à montrer la dépravation à laquelle ils sont arrivés. Mardi soir, 22 juin, plus 18 jours. Croyez-vous que je sois heureuse? Non, vous ne le croyez pas. Mon cher journal, si je ne l'avais pas, je serais déjà morte. Je connais trop bien la vie, je sais trop de choses. Je n'ai plus d'illusions. Mon journal, toi qui me connais, tu sais cela depuis longtemps. Lecteur inconnu, que je ne connaîtrai jamais, ne souriez pas. Je n'ai pas encore 15 ans, je ne suis pas tout à fait une jeune fille. Ne pensez pas, guillemets, pauvrette. Elle est encore en jupe courte et pense connaître le monde, fin de guillemets. C'est ce qu'on me répondrait maintenant si je disais ces choses. Mes lecteurs, vous qui avez lu en mon âme, vous savez bien que je suis seule. Je suis seule de mon âge à savoir tout cela. Les hommes, leurs ambitions, leurs mesquineries, leurs amours impurs, leurs crimes, hélas, je les connais. Personne. Vous entendez comme c'est cruel? Personne ne me comprend. C'est pourquoi je suis contrainte de déverser sur ces pages le trop-plein de mon âme. Parfois je songe et je désire passionnément aimer d'amour. J'en ai si besoin d'être aimée. Je m'imagine parfois que j'aime. Je n'ai jamais vraiment aimé. Si pourtant j'ai aimé, ce n'était qu'une ombre. J'ai aimé un homme de mon rêve, un homme dont l'âme était belle, forte, noble, grande et qui me comprenait. Je rêvais que j'étais seule, que je pleurais, puis soudain il venait. Il me parlait d'une voix grave, douce, pleine d'amour, et mes yeux étaient tout remplis de son image et les siens rencontraient les miens. Nous nous comprenions. Je lui disais tout, mes peines, mes larmes, mes angoisses, mes désespoirs, mes espérances, mes désirs, mes rêves, mes prières. Il me répondait que lui aussi il avait pleuré. Il me prenait à lui, il me serrait dans ses bras forts. Je reposais ma tête sur son cœur, je pleurais en paix. C'étaient des larmes de joie. Page découpée. Lundi soir, 28 juin plus 6 jours. Le printemps est fini et l'été commence. Chaleur étouffante, Paris est un four ardent, mes cours de solfège vont finir. Mon dernier a lieu le 30. Je deviens tout à fait une jeune fille. Bientôt j'aurai des robes presque longues. Mais que je suis enfant. Je me prends à désirer d'avoir 16 ans pour avoir le droit de porter un chignon, d'être une vraie femme. L'autre nuit, j'ai rêvé tout le temps de George X, le seul peut-être que j'ai jamais vraiment admiré, que j'aurais page découpée. Je méprise ces religions qui se contentent de quelques hymnes chantés, comme si cela faisait quelque chose à Dieu. À la messe ce matin, je me suis presque mise en colère en observant le prêtre et les fidèles. 1, 2, 3. Le prêtre passe à droite, 1, 2, 3. Il ouvre son livre, 1, 2, 3. Il s'agenouille et se relève comme poussé par un ressort, 1, 2. Il ouvre ses mains, 3. Il les étend en avant, 4. Il les referme.
Et pendant ce temps, les fidèles font les mêmes génuflexions, lisent les mêmes prières, que je les trouve froides et sèches, ces prières, toujours les mêmes. Il y en a pour toutes les actions de la journée. Et on n'a qu'à réciter ça comme une machine, et le salut est assuré. Et tout au fond de mon être, je méprisais ma religion. Toutes les religions qui prétendent vous donner le ciel au prix de ces choses mesquines. Quelques génuflexions, et le plus de litanie possible récité gravement, ainsi qu'un perroquet qui sait qu'il aura du gâteau s'il répète bien sa leçon. Pourtant je crois au Christ, je l'aime. Il a voulu qu'on le suive, on l'a suivi. Mais est-ce bien comme il le voulait? Mercredi 7 juillet, plus 10 jours. Papa, qui est le médecin à la mode, soigne toutes les femmes élégantes, les princesses et les reines ne veulent être opérées que par lui, car il est beau, intelligent, aimable, autant qu'habile. 9 juillet, plus 2 jours. Les vacances approchent. Puis, d'abord, et après en septembre, la Groslay. Qu'il me tarde d'être à la Groslay. Il me tarde aussi de revoir mon grand cousin poète. Il a écrit de ravissantes lettres à Jean cet hiver. Mais à un moment j'ai été très malheureuse, car dans une de ses lettres il avait envoyé un petit poème auquel j'ai trouvé plusieurs grands défauts, et j'ai eu le malheur de les dire à Franz de Coutouly, mon cousin de 15 ans, et comme Henri est très indiscret, et qu'il fouille le tiroir de Franz souvent, il y a trouvé ma lettre qu'il a mis en fureur. Maintenant, nous sommes sur le même pied de demi-intimité qu'avant, moitié aimable, moitié taquine, mais je sens qu'il m'en veut toujours. Note en bas de page attachée à intelligent et aimable autant qu'habile. Note. Un chroniqueur du début du siècle, qui signait du pseudonyme de Sparklet, ne voulait rien dire d'autre quand il conclut ainsi son portrait du docteur Samuel Pozzi dans l'Écho du 24 février 1908. Guillemets. Les chirurgiens sont parmi les maîtres de notre époque. Quelle femme élégante et fêtée n'ont-ils pas ouverte, au moins une fois? Ils corrigent la nature et la contraignent, ils taillent, suppriment, ajoutent, diminuent, redressent. Et c'est souvent grâce à leur intervention venue à point que l'on voit des femmes ayant passé le demi-siècle donner l'illusion et la partager de la toute jeunesse. Fin de guillemets. 15 ans. Mardi 13 juillet. Plus 4 jours. J'ai 15 ans. Comme ces 15 ans sont venus vite, je les aime. Je suis une jeune fille gaie, heureuse, aimée. Personne ne peut plus m'appeler une enfant. Vive la respectable Catherine. Dimanche, en juillet, à Puy, près de Dieppe, 1897. Voilà une dizaine de jours que nous sommes à Puy, dans la verte Normandie. Tante Hélène est arrivée ici il y a 2 jours. En pensant à tante Hélène, je pense à Bergerac. Et en pensant à Bergerac, je pense à Henri. À Henri, mon cousin de 18 ans, qui vient de passer brillamment son baccalauréat en droit et qui se prépare à être consul. Je vois, à la page qui touche celle-là, en haut, écrit le récit de notre brouille, comment je m'étais moqué de lui et de ses accès de misanthropie dans ma lettre à Franz, comme il avait lu cette lettre qui l'avait blessé énormément. Il eut le mauvais goût de dire à Jean qu'il connaissait cette lettre. Il écrivit aussi un paragraphe aimable à mon intention, se terminant ainsi, guillemets, je baise respectueusement les jolis doigts de fée Catherine, car ils ont des griffes. Fin de guillemets. Très bien, mon cousin Henri. J'ai senti la blessure. Furieuse, j'écrivais à Franz, lui demandant comment Henri avait pu voir cette lettre et ajoutant quelques mots très gentils pour Henri, disant que j'écrivais souvent sans y penser et que si ma plume allait trop vite, je n'en étais pas responsable, vraiment. Ma lettre à Franz, contenant tant de choses dites gentiment et spirituellement, aurait pu désarmer Henri et mettre un peu de baume sur son amour-propre froissé. Non, écoutez plutôt. Henri et Jean s'écrivent souvent et régulièrement. Eh bien, dans chaque lettre, Henri a trouvé le moyen de mettre une phrase désagréable à mon intention.
Et moi, qui avais tout fait pour lui faire oublier, je ne pouvais pourtant pas lui dire, guillemets, Henri, je vous aime, je vous comprends, il me semble que je suis votre sœur, voulez-vous être mon ami et mon frère, fin de guillemets. Voilà ce que j'ai souffert. J'ai appris ainsi, par ces lettres à mon père et mon frère, à connaître et à aimer Henri. J'ai connu son intelligence, son esprit, je l'ai compris, parfois admiré, et tout le temps, je savais que jamais je ne serais son ami, que celui qui m'aurait été un si bon frère, j'en serais séparé toujours, séparé moralement par le mal qu'il pensait de moi, par sa colère et plus encore par le mal que mon frère lui avait dit de moi, mon frère, qui me déteste, qui ne me connaît pas. Si je meurs bientôt, si je meurs avant d'avoir eu une explication, avant de m'être réconcilié avec lui, je veux qu'il lise ces feuilles. Je veux qu'il lise mon journal entier. Je veux qu'il me connaisse. Et quand même, ce ne serait qu'après ma mort qu'il m'aime. Henri, pourquoi avons-nous été séparés? Que puis-je y faire? J'ai 15 ans. Et lui 18. Jamais je ne lui demanderai pardon. Jamais je ne m'humilierai. Et nous resterons ainsi séparés. Plus que s'il était à un bout de la terre et moi à l'autre. Qu'y puis-je faire? Écrit ensuite en italique. J'ajoute 3 mois après. Non, je ne veux pas qu'il lise mon journal, non. Le Henri d'alors, le Henri que je m'imaginais aimer comme un frère, n'était qu'un héros que mon imagination avait orné. Je connais maintenant ce petit jeune homme, infatué de lui-même, désabusé, sans rien avoir vu, rien su, et je mourrais plutôt que de montrer à son indifférence banale ces pages où mon âme est écrite. Août, mois suivant. Voilà 10 jours que maman est partie pour l'Allemagne, nous laissant à la garde de tante Laine. Maman et papa sont allés à Bayreuth entendre la musique divine de Wagner, qu'ils sont heureux. Ils n'ont pas voulu me prendre, j'ai 15 ans. Je suis une jeune fille, on me traite encore toujours en enfant. J'ai supplié d'aller avec eux entendre cette musique adorable. Jamais ils n'ont voulu. Ils ont songé, premièrement, que je les gênerais, deuxièmement, que cela me fatiguerait, troisièmement, qu'il serait assommant de s'occuper de moi, quatrièmement, que je vieillirais maman. Quelle bonne raison. Naturellement, ils n'ont dit que la deuxième, c'est-à-dire que cela me fatiguerait. J'ai deviné les autres. J'aime tant la musique. Quel crève-cœur c'est pour moi de n'avoir pu aller à Bayreuth. J'ai écrit une lettre à maman dans laquelle j'ai dit un peu méchamment tous les reproches qui s'étaient amassés dans mon cœur, toute la colère que son indifférence envers ce que je désirais tant causait. Elle me répond, et voici des parties de sa lettre, italique. Bayreuth ce mercredi. Oui, vous êtes une vilaine petite fille. Cette lettre n'est pas gentille du tout, je ne devrais pas y répondre si vite. Sais-tu que pendant ce temps, papa m'abreuvait de reproches parce que j'ai refusé obstinément de l'accompagner en Engadine. Pendant que tu m'écrivais, moi, je cherchais ici des appartements pour 1899 avec salon, 2 chambres et 3 lits. Il n'y aura pas de Bayreuth l'an prochain, mais dans 2 ans seulement. Alors je te prendrai, si tu es gentille, pas raisonneuse. Tu seras plus en état de supporter les grandes émotions et la mauvaise nourriture, etc. Grand merci, chère mère. J'ose espérer qu'à 17 ans, je serai assez respectable pour que vous daigniez m'emmener. Mais peut-être serait-ce plus raisonnable d'attendre que j'aie coiffé la Sainte Catherine. Sûrement, à cet âge, je serai sage. Pas raisonneuse? Je vous laisserai partir, faire de jolis voyages, vous amuser sans pleurer, et demander d'être prise avec vous. Mais j'ai peur que quand vous me jugerez assez sage pour vous accompagner, serez-vous vous-même trop vieille pour voyager? Et je deviens méchante. Je grince des dents. J'ai envie de crier, pleurer, sangloter, damnation. Maman, dont la lettre a des parties irritantes,
a écrit aussi de gentilles choses, italique, suite de la lettre. Quelle joie, chérie, de vous revoir, de te revoir, malgré le nuage que ta lettre a fait naître. Je ne t'en veux pas, car quand on s'aime comme nous nous aimons, ces petites choses ne laissent pas de traces. Suite. Maman adorée, oui, nous nous aimons. Nous nous aimerons jusqu'à la mort, et après la mort, si comme je l'espère et le crois, il y a un après. Ma chère mère, mon amour, que je t'aime. Si jamais je meurs avant toi, souviens-toi toujours que ma vie n'a été qu'un long cri d'amour vers toi, et que je penserai à toi et t'aimerai dans l'éternité. Catherine. Septembre, le mois suivant. Voilà bientôt 8 jours que nous sommes à la Groslay. C'est toujours pour moi un plaisir nouveau de revoir ces vieux arbres familiers, ces arbres plantés par mon aïeul, avec un E, et par mes arrière-grands-parents, note, aïeul avec un E, note. Il s'agit de son arrière-grand-mère paternelle, Escaut de Mélon, mère d'Inès Pozzi. Après la mort de sa fille, c'est elle qui éleva ses 5 petits-enfants, parmi lesquels Samuel, qui la chérissait fort.